que je vais vous dire, c'est que je pense que, avant de passer la parole à Patrick Boucheron, que nous sommes assez contents dans la mesure où c'était, je crois, un assez joli succès que cette réunion de 2 jours et demi. Et si ça a été un succès, c'est probablement parce que ce colloque et la table ronde qui l'a précédé et qui a montré qu'il y avait quand même de multiples initiatives, a rencontré un besoin. C'est un besoin de connaissance essentiellement, un besoin de raison sur un terrain qui laisse trop souvent la place, presque toujours, hélas, aux fantasmes et aux manipulations. On pourrait continuer extrêmement longtemps, mais je crois que même si c'était un succès, ce ne sont jamais que 500 à 900 personnes qui ont pu suivre ce colloque. Ce que je vous demande, c'est de vous saisir du site web du Collège de France. Toutes les interventions ont été mises en direct sur le site. Elles sont accessibles à tous ceux qui veulent les utiliser afin de faire poursuivre le débat et de donner à ceux qui en auraient le désir les éléments de connaissance, de raison, les faits, les chiffres, qui sont la seule façon de lutter contre justement les fantasmes et les manipulations. Patrick, je te laisse la parole pour nous tirer les conclusions de ces 2 journées. Il est doux quand la vaste mer est troublée par les vents de contempler le rivage, du rivage, la détresse d'un autre. Non qu'on se plaise à voir souffrir, mais par la douceur de sentir de quels maux on est exempt. Qui écrit ça? Lucrèce. Lucrèce à l'entame du 2e chant de son De Rerum Natura. On s'indigne. Est-ce cela l'épicurisme? Jouir de ce savoir en sécurité et redoubler cette jouissance par le spectacle de ceux qui sont en danger? Est-il si méchant, ce Lucrèce, qu'on nous présente pourtant comme le poète suave de ce chant du monde, héros bienveillant du matérialisme? En fait, pour comprendre ce passage étrange, on peut s'appuyer sur un livre puissant et dérangeant, puissamment déplaisant, qui s'appelle « Naufrage avec spectateur » de Hans Blumenberg, qui est paru en 1979, qui a été traduit en français en 1994. Être spectateur du naufrage n'est pas se tenir face à autrui, face à la douleur des autres, mais bien face au monde, en fait, face à l'instabilité du monde. Parce que d'où vient le bateau? Et pensez-vous vraiment que nous le voyions depuis la terre ferme? Mais il n'y a plus de terre ferme. En fait, ce que montre Hans Blumenberg, c'est que l'histoire des modernes, c'est que nous sommes embarqués. Pascal l'a dit, Nietzsche le reprend dans le Gai Savoir, nous avons quitté la terre, nous sommes montés à bord, derrière nous, nous avons brisé le pont, mieux, nous avons brisé la terre. Et voilà pourquoi la barque de l'Exode qui nous accueille dans le foyer, que Barthélemy Togo a placé sur une mer de bouteilles de verre, est notre bateau ivre. Écrasé sous le poids de baluchons multicolores, elle porte notre fardeau, celle de la responsabilité face à l'histoire, car nous savons, nous pouvons le dire sans emphase, mais sans hésitation, nous savons que nous serons jugés sur notre capacité à affronter la crise d'aujourd'hui. Je reviendrai sur la question de la réalité de la crise, mais cette réalité est celle tremblante, fractionnée, fracassée, qu'enregistrent les téléphones portables dans l'installation vidéo Aragaz de Bruno Bujdal, que vous pouvez voir aussi dans l'exposition. Voilà la condition des modernes. La fiabilité du monde est désormais hors d'atteinte. Et dès lors, la position du spectateur n'est pas de voir depuis la terre ferme, mais depuis la planche de salut du rescapé. Nous regardons le naufrage, nous voyons les autres se noyer et nous le supportons, non parce que nous prenons plaisir au malheur des autres, mais parce que nous sommes nous-mêmes des rescapés. C'est ce que montre le livre de Hans Blumenberg en proposant une théorie originale de la métaphore. Parce que pour lui, la légitimité des temps modernes construit un monde qui n'est pas fiable, mais qui est lisible. La métaphore devance notre capacité de conceptualisation et elle se porte au-devant de la lisibilité du monde. Or, qu'est-ce qui nous a réunis depuis avant-hier? La volonté commune partagée d'un appel au calme, on l'a dit,
d'un appel à l'ordre du réel, c'est-à-dire un effort que l'on peut dire scientifique et politique, de description réaliste. Parce que la crise des migrants met en défaut notre capacité de représentation. Et ça, c'est comme ça que Christophe Hayad l'a présenté d'emblée dans l'introduction de la table ronde, qui a ouvert notre colloque, qui l'a lancé, j'allais dire qu'il a provoqué. Et il a cité plein de chiffres, et on en a encore eu plein d'autres aujourd'hui qui, au fond, contreviennent à notre conception, en tout cas celle qui est relayée par les médias. Lorsqu'il nous a parlé des 244 millions de migrants aujourd'hui, dans lesquels 100 millions sont des migrants forcés, 41 millions de déplacés internes, 21 millions de réfugiés, et parmi ces réfugiés, 50% qui vont vers 10 pays qui représentent moins de 2% du PIB mondial. Nous avons eu plein d'exemples ensemble, aujourd'hui, hier et avant-hier, de ces réalités que nous aimerions tant pouvoir, justement, comme vient de le dire Alain Prochian, faire mettre devant les peurs qui nous agitent. Mais la question, c'est de savoir si ça va suffire, si cette politique, qui est une politique de description réaliste, est une mobilisation suffisante. Il suffira de redresser les mots pour faire front à ce que Achille Mbembe a appelé récemment, dans un livre somptueux et implacable, la politique de l'inimitié. Je vais le citer un peu longuement, parce qu'il porte, je crois, un diagnostic sur le présent. Nous vivons un arrangement avec le monde qui, je le cite, consiste à tenir pour rien tout ce qui n'est pas soi-même. Ce procès a une généalogie et un nom, la course vers la séparation et la déliaison. Celle-ci se déroule sur fond d'angoisse et d'anéantissement. Nombreux sont en effet ceux qui, aujourd'hui, sont frappés d'effroi. Ils craignent d'avoir été envahis et d'être sur le point de disparaître. Des peuples entiers ont l'impression d'être arrivés au bout des ressources nécessaires pour continuer à assumer leur identité. Ils estiment qu'il n'y a plus rien dehors et qu'il faut, pour se protéger de la menace et du danger, multiplier des enclos. Ne voulant plus se souvenir de rien, ils fabriquent de mauvais objets qui finissent effectivement par les hanter et dont ils cherchent désormais à se défaire violemment. Évidemment, face à ces hantises de ceux qui ne veulent plus se souvenir de rien, on ne peut évidemment pas opposer le déni. On peut opposer sans doute à cette capacité d'oubli la tâche de l'histoire, non pas l'histoire des historiens, mais les sciences humaines, les sciences de la nature, toutes les sciences qui ont été convoquées pendant ces 3 jours en tant qu'elles sont des sciences historicisées. Et au fond, nous revenons ici, avec cet après-midi, à cette question des réfugiés par lesquels nous avons commencé le voyage, nous l'achevons maintenant, et qui nous a fait passer de l'histoire lente, majestueuse, presque implacable dans sa solennité tranquille des migrations humaines, au tremblement beaucoup plus inquiétant et intime de l'exil. Il n'est qu'une seule espèce humaine sur la Terre, nous a rappelé Jean-Jacques Hublin, et cette espèce est migrante. Notre histoire commence en Afrique, c'est une histoire de dispersion, d'acculturation, que l'on parcourt en suivant à la trace la piste des parures de petits gastéropodes percés, c'est-à-dire en assistant à l'éclosion d'un monde de symboles et de signes, de croyances, qui permettent la diffusion des réseaux sociaux très étendus. Une chose est certaine, nous a-t-il dit, l'humanité moderne existant hors d'Afrique est, je le cite, une branche passée au-dessus d'un mur, d'un arbre qui a ses racines en Afrique. Les premiers bifaces européens apparaissent il y a 650 000 ans. Or, cette industrie lithique existe déjà en Afrique depuis 1 million d'années. Bref, les Néandertaliens font pâle figure, ou plutôt bruta figura, comme disent les Italiens, ce qui ne nous empêche pas de porter 2% d'ADN néandertalien. Les formes les plus anciennes du génome mitochondrial de notre ADN sont donc des lignées africaines. Or,
Luis Quintana Murci, a montré que l'histoire démographique n'est qu'un des facteurs qui façonnent la diversité génétique qui, à son tour, va favoriser la diversité phénotypique. La carte des populations européennes se dessine donc en fonction d'un phénomène d'isolement par la distance, tandis que l'histoire génétique des expansions bantoues de chasseurs-cueilleurs décrit la grande traversée de la forêt équatoriale. Et au total, la leçon de la génétique, comme celle de la préhistoire, semble implacable. Le métissage crée des mutations avantageuses pour l'adaptation aux agents pathogènes. La question est de savoir effectivement si cette science-là peut être de contrepoids au discours ambiant. On a un magnifique exemple de ce que nous espérions avec ce colloque, parce qu'au fond, l'histoire des migrations en longue durée et sur grande distance, c'est un objet qui ne se peut saisir qu'à la croisée de plusieurs disciplines. L'anthropologie, l'histoire, l'archéologie, la biologie, la linguistique, la médecine. Mais dans le même temps, nous avons vu qu'elle démontre aussi la persistance désespérante des inerties identitaires. Dominique Charpin a décrit les effets de cette barrière en Syrie repérée archéologiquement sur 220 km, le très long mur bâti par les rois d'Our entre le XXIIIe et le XXIe siècle avant. Mais quelle était sa fonction à ce mur qui éloigne les dinums? Il sert d'abord à contrôler le nomadisme et à assurer le prélèvement fiscal. C'est un objet de l'économie politique des migrants. Il n'empêche pas la migration, qui ne détruit pas la civilisation mésopotamienne. Il n'empêche pas l'assimilation entre Acadiens et Amorites, mais celle-ci, cette assimilation, s'accompagne de la persistance des préjugés sur les barbares amorites, ce peuple qui, je cite, ne s'est pas plié les genoux. Donc cette persistance, c'est cela aussi qui est un objet d'histoire. Et c'est cela qui doit, au fond, perpétuellement nous inquiéter en tant que producteurs de savoir. Cette persistance, en l'occurrence, elle porte un nom pour notre histoire. C'est le legs du préjugé colonial. Benjamin Stora a évoqué ce matin, en se posant la question de l'écriture, de l'immigration maghrébine, comment elle peut sortir péniblement de l'invisibilité. Car bien avant la guerre sans nom, il y eut la présence en France d'hommes sans nom. Depuis un siècle, les Algériens en France, qui n'étaient, il nous l'a dit, ni français, ni étrangers, ni sujets coloniaux, parfois même SNP, sans nom patronymique, parce que déracinés, au sens de Abdelmalek Sayad, parce que jetés dans l'errance par la confiscation des terres, ces Algériens de France, donc, ce qui leur donne une identité, c'est l'engagement politique. Ils récupèrent un nom en propre à partir d'un projet nationaliste d'émancipation, c'est-à-dire, dans le cas de l'indépendance algérienne, de séparation. Et donc nous voyons bien, et nous avons vu à plusieurs reprises, que nous reconstruisons souvent le passé dans l'ombre portée par les hantises du présent. Les invasions sémitiques sont reconstruites à partir de la dernière en date, l'islamisation du VIIe siècle. Et Pierre Briand nous a montré ce matin, en décrivant les colonisations et émigrations du temps d'Alexandre, au miroir de l'invention coloniale de la mission civilisatrice de l'Europe, il nous a montré cette histoire également longue et désespérante du fantasme du suicide de civilisation. Suicide hellénistique, suicide européen, suicide français. Pour René Grousset, non seulement Alexandre n'a pas hellénisé l'Orient, mais les Grecs émigrés en Égypte, en Syrie ou en Babylonie sont devenus les sujets de plus en plus serviles des pharaons lagides ou d'un potentat syrien. Et on retrouve là l'indéracinable thème colonial du colonisateur conquis par sa conquête, qui est au fond l'envers de cette haine du métissage. À cette haine du métissage, Isabelle Thiraud a donné le nom de méfiance. Cette méfiance est peut-être une disposition anthropologique universelle, elle se manifeste au quotidien, nous a-t-elle dit, en Chine, je la cite, par les moments consacrés à attester la fiabilité d'autrui, à vérifier le sens de ses paroles, à s'assurer de la cohérence entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Comment ceux qui s'affranchissent de l'assignation à résidence deviennent en Chine des indésirables, ceux qui flottent dans la population flottante, eh bien, c'est le sens même
d'un flottement migratoire. C'est-à-dire comment un même mot, le caractère liu, si j'ai bien compris, évoque à la fois ce qui court et ce qui circule, mais aussi l'action de bannir, de s'exiler, d'être abandonné, et par conséquent désigne aussi le fait de se comporter comme un vaurien. Mais on n'est pas enfermé dans sa langue comme dans une prison de longue durée, et Isabelle Thiraud nous appelait aussi à faire droit à la demande d'histoire et d'intelligibilité de la société chinoise d'aujourd'hui. Nous avons entendu ce mot de méfiance ce matin, qui engageait la question des usages politiques du passé, mais nous avons aussi entendu François-Xavier Fauvel, qui tentait de mobiliser contre la haine du métissage la notion inverse de confiance. La rencontre de l'autre est-elle condamnée à n'être que cette quête active et maugréeuse du même dont il nous a parlé? Comment passe-t-on du monde de la différence à celui de l'identité, où, je cite, « leurs chiens aboient comme ceux du Portugal », contre la doctrine diffusionniste qui anime les hypothèses migratoires des Hottentots, ou plutôt entre mouvement et transformation? François-Xavier Fauvel nous a proposé la notion de percolation. La percolation désignerait donc cette plasticité qui rend méconnaissable à soi-même, qui arme notre confiance dans la capacité des migrants à devenir autres. Mais elle identifie aussi une attitude méthodologique. Nous connaissons les coucous, kwekwe, grâce au miracle documentaire du comptoir hollandais du Cap, mais aussi grâce à la quête archéologique comme victoire sur l'invisibilité des fragments d'une pipe hollandaise qui identifie le Kraal et ainsi se révèle par transparence sur la carte de l'Afrique une civilisation de la vache où les chasseurs-cueilleurs sont à la fois nomades et territorialisés. Et n'est-ce pas également le cas dans notre monde d'aujourd'hui? À partir de son observatoire marseillais, Alain Tarius a montré que se superposaient sur la carte de l'Europe qui nous est familière, celle des États-nations en crise aujourd'hui, trois territoires circulatoires innervés par les voies maghrébines, turques et cosmopolites euro-méditerranéennes, qui animent une mondialisation par le bas, discrète, cosmopolite, celle des transmigrants. La fonction buvard, nous a-t-il dit, de cet espace circulatoire sert de base à l'exode, et cette cartographie, c'est ce que les géographes appelleraient, au fond, le fond de carte des migrations syriennes actuelles. C'est-à-dire que c'est dans cette structure-là que se déroule aujourd'hui notre histoire. Et de la même manière, au début de la table ronde, Peter Harling a montré que la mobilité des réfugiés syriens n'était compréhensible que si l'on prenait la mesure des contradictions historiques de l'État politique qui contraint cette mobilité sociale avant d'être géographique, ou plus exactement géographique, parce qu'elle ne peut pas être sociale. Et c'est donc le dynamisme propre des sociétés, la capacité d'agir des acteurs qui doivent être considérés. Comment définir la cause des migrants? Est-ce une cause identitaire, humanitaire, ou plus directement politique? Si elle l'est, politique, alors ça veut dire que ce qui est mis en défaut dans la crise actuelle, c'est la lecture politique du monde. C'est l'incompréhension de saisir effectivement ce que, par exemple, la guerre de Syrie a de politique. C'est l'incompréhension par rapport à ce que Ousmane Sidibé a décrit comme le dynamisme démographique africains de très grande portée. 75% des réfugiés africains restent en Afrique. Et ce qu'ils doivent y trouver, il nous l'a dit, c'est du travail, mais c'est aussi de la justice. Il existe une économie politique du passage des réfugiés. Elle est structurellement mafieuse. Ce qu'a déclaré Leoluca Orlando n'étonnera que ceux qui n'ont pas lu Gomorra de Roberto Saviano, ou plutôt qui l'ont lu comme un témoignage folklorique sur les abords du capitalisme ou de la mondialisation, alors qu'en réalité, Gomorra décrit son cœur. Et voilà pourquoi l'appel du maire de Palerme à définir la mobilité comme un droit humain à faire valoir contre le pouvoir des mafias, dont le permis de séjour est, nous a-t-il dit, l'instrument politique, doit sans doute être entendu. La question est de savoir si les nations ont les politiques migratoires de leur histoire démographique.
C'est la question qu'on se posait en écoutant tout à l'heure François Héran nous faire voir en début d'après-midi les profils de 4 pays européens et qui donnent la mesure évidemment des contrastes entre les situations nationales et par conséquent de la difficulté à coordonner une politique migratoire commune, mais aussi des contrastes entre les réalités démographiques et les représentations exacerbées par les discours politiques. Je ne savais pas que l'Espagne connaissait des pics d'immigration supérieurs à l'Allemagne. Je n'avais pas pris la mesure de l'histoire étale, stable, de l'immigration ordinaire en France. Et je me demande, effectivement, comme nous tous sans doute, si on peut opposer le calme d'une courbe à l'excitation d'un slogan. J'aimerais bien, mais d'une certaine manière, peut-être faut-il aussi ensemble, collectivement, trouver des moyens politiques pour faire droit à cette réalité, faire droit à la mobilité des hommes. Voici ce dont il était question, et voici pourquoi notre réflexion s'est orientée des migrations, je l'ai dit, à l'exil, en passant par la crise des réfugiés. Et l'exil, la situation d'exil, c'est-à-dire effectivement à hauteur d'homme, méritait d'être traitée avec égard, avec attention, j'allais dire avec soin, au plus près de l'individu. J'allais dire avec soin parce que nous avons entendu Marie-Caroline Salio-Jasimerski qui s'est penchée sur des cas extrêmes de trauma, d'exil, en montrant ce que peut la clinique. Parce que le périple est péril, parce que la souffrance est telle qu'elle produit un sujet déshistoricisé, déterritorialisé, désocialisé, parce qu'en ce sens, la violence est politique, ne serait-ce que parce qu'elle vrille le corps des êtres parlants. C'est, nous a-t-elle dit, dans son propre corps que rage devient un étranger, plaie croûteuse et souillée. La souffrance est telle qu'on peut perdre son nom, perdre la parole, se sentir perdu dans sa propre langue. Or, Stanislas Dehaene a montré comment on pouvait retrouver le langage qu'on avait perdu. Le cerveau, nous a-t-il expliqué, est déjà organisé par une base contrainte de réseaux, mais les points de contact des synapses forment la plasticité cérébrale. Alors évidemment, nous ne faisons pas, je ne fais pas de psychologie cognitive, donc plasticité cérébrale, je l'entends avec un sens joyeusement métaphorique. J'entends comme une bonne nouvelle le fait qu'à 9 mois, les enfants discriminent les consonnes de toutes les langues du monde, qu'à 12 mois, seuls les phonèmes de la langue maternelle sont discriminés, mais que ce moment critique de la plasticité cérébrale se referme, mais ne se referme pas complètement, et que le réseau de la langue maternelle peut encore se réorienter jusque vers 9-10 ans. « I don't speak English », prévenait la pancarte infamante que le jeune Marcus Rodkovich portait autour du cou à son arrivée aux États-Unis. Annie Cohen-Solal nous a montré comment l'art, pour celui qui devient en exil Mark Roscoe, apporte à la souffrance un attribut héroïque. Le peintre devient alors l'archétype de la conscience exilée, qui n'existe que dans son propre intervalle, non comme un repos, mais dans un va-et-vient épuisant de l'entre-deux des langues. Il était, d'ailleurs, il y avait là un écho très fort, très puissant, avec l'évocation par Alain Cohn du mathématicien Alexandre Grothendieck comme exilé dans sa propre solitude. Très fort, très puissant, parce qu'il était dans les deux cas question de donner la parole aux déracinés, dans l'entre-deux des langues, je l'ai dit, dans cette manière de s'inventer un usage minoritaire d'une langue majoritaire, mais aussi parce que cette histoire était une histoire de création. Ce qui rapproche évidemment l'art, la science, peut-être ce qui nous rapproche aujourd'hui. Car évidemment, ce qu'il a montré, Alain Cohn, c'est que l'accueil n'est jamais définitif, qu'il met l'exilé dans une situation de vulnérabilité. Dans Récolte et semailles, Grothendieck évoque d'abord l'accueil bienveillant des mathématiciens qui lui permettent de ne pas se sentir étranger, et puis ensuite, après le grand tournant de 1970, il se rend compte que ce monde douillet est fictif, que ce microcosme qu'est le monde mathématique dont il rêve n'existe plus, et alors, je cite,
insidieusement, à pas de loup, la méfiance revient. Insidieusement, à pas de loup, qu'est-ce qui revient aujourd'hui? Qui est l'un pour l'autre? La question de Claude Lefort est celle de l'hospitalité que Michel Agier vient de déployer dans toute son ampleur, une ampleur que je dirais politique, puisqu'il a montré que le camp, en somme, n'est pas une scène humanitaire ni sécuritaire, mais pleinement politique. Est politique ce rapport d'hospitalité qui est évidemment biface et dont la langue française, dans la beauté par exemple de l'indistinction du mot hôte. Si je dis je suis votre hôte, vous ne savez pas si je vous accueille ou si vous m'accueillez. Eh bien, cet échange-là, elle crée les conditions d'une politique de l'hospitalité. Nous avons tenté, au fond, de la mettre en œuvre, cette hospitalité, du point de vue de ce que nous savons faire, c'est-à-dire produire et diffuser un peu de savoir. Nous avons donc tenté de mieux décrire le monde, de faire assaut de création, de savoir. Ce n'est pas une mobilisation faute de mieux ou en attendant mieux. On peut penser que l'engagement de l'intellectuel est d'abord un engagement dans le travail intellectuel. Et dans le cas présent, on comprend que, je crois que ça paraît évident à l'issue de ces journées, que les grandes batailles à mener sont des batailles de savoir, d'idées et de dénomination. Bien évidemment, cela ne suffit pas. Ce que la table ronde d'ouverture de notre colloque a donné à entendre n'était pas la musique des beaux principes, mais l'orchestration des politiques. Voilà ce que l'on doit dire à ceux qui peuvent désespérer. Le discours politique, le discours des politiques sur la crise des réfugiés n'est pas à la hauteur des mobilisations collectives réelles, concrètes, que suscite cette crise. Elle ne rend pas compte de la réalité des représentations et des pratiques sociales. Dimitri Christopoulos l'a dit avec force, la solidarité verbale n'est rien sans la responsabilité sociale. Et Pascal Brice nous a aussi, d'une certaine manière, mis en garde. Nous ne devons pas trouver dans les réfugiés un miroir flatteur de nous-mêmes. On retrouve là Lucrèce. Il ne s'agit pas de chercher la jouissance narcissique d'une politique de la pitié. Il ne s'agit pas de faire de notre mieux. Il s'agit de faire le nécessaire. Faire le nécessaire, eh bien, c'est, vous l'avez compris, SOS Méditerranée qui, face à la démission des États, face à la dégradation du nom de l'homme en Méditerranée, fait le nécessaire, et Fabienne Lassalle l'a démontré avec vigueur. Mais d'autres, à leur place, agissent, chacun à sa place. Il existe des politiques associatives, des politiques municipales, des politiques urbaines, des politiques internationales, et il existe aussi des politiques nationales. Et puisque nous sommes au Collège de France, et puisque Alain Prochian, pour ouvrir ce colloque, a d'emblée posé la question qui fâche: de quelle France le Collège de France est-il le collège? Il faut bien, effectivement, préciser ceci pour terminer. Îlot de résistance, a-t-on pu entendre dans la bouche de Thierry Mandon qui parlait en ouverture. Cette résistance exige de rompre avec les passions tristes de la mélancolie, avec cet art français de la détestation de soi, qui exalte dans l'histoire la litanie des défaites civilisatrices, et dont on sait bien que ce sont toujours les étrangers qui, à la fin, payent le prix de notre propre détestation. Voilà pourquoi le Collège de France, effectivement, a accueilli l'annonce de Thierry Mandon d'une politique active d'accueil qui doit faire de ce lieu ce que l'histoire en a fait. Il ne s'agit de rien d'autre, au fond, que de se porter à la hauteur de notre propre histoire, chacun à sa place. L'histoire, dans le cas présent, que nous ont rappelé Sébastien Balibar et Diane Rousseau, l'histoire de Piotr Kapitsa, du laboratoire de Langevin au Collège de France, l'histoire du Comité français pour l'accueil et l'organisation du travail des savants étrangers, qui fut appelé le Comité Louis Rapkin, du nom d'un émigré russe, avant de recevoir le soutien du gouvernement du Front populaire de Jean Zay en 1936, alors que Rapkin lui-même n'était naturalisé qu'en 1939. Voilà pourquoi je voudrais, pour terminer tout à fait, remercier toutes les institutions qui ont rendu possible ces rencontres,
le Musée de l'histoire de l'immigration, la Fondation Hugo, le Collège de France. C'est important de remercier les institutions, mais aussi évidemment les femmes et les hommes qui les font vivre, qui travaillent à les rendre dignes d'elles-mêmes. En l'occurrence, ici, ce travail, cet engagement, et je voudrais remercier au nom du comité scientifique que je représente ici, je parle simplement au nom de Jean-Pierre Brun, Anne Cheng, Philippe Descola, Antoine Georges, Edith Heard, Alain Prochian, Philippe Sansonetti et Alain Suppiot, ce comité d'organisation qui a simplement organisé ce que l'Assemblée des professeurs a souhaité, ce colloque à la fois comme un autre colloque, un colloque de rentrée, et qui s'ouvrait aussi au débat public. Ce n'était évidemment pas possible sans l'engagement de chacun, de tous ceux qui, ici, donnent un sens, je veux dire, leur visage, à l'idée d'hospitalité. C'est-à-dire le personnel d'accueil, enfin tout le monde ici, vous l'avez vu, et je voudrais, en notre nom collectif, les remercier. Il y a là de l'engagement, il y a là aussi de l'invention, notamment dans l'accompagnement numérique du colloque. Monsieur l'administrateur vient d'en faire état, les captations, les interviews, les tweets, le webdoc à venir la semaine prochaine, me charge-t-on de vous en informer. Tout cela, effectivement, a créé, je crois, les conditions d'un succès qui nous oblige à continuer. L'Académie Nobel a créé une surprise hier en couronnant un poète américain né dans le Minnesota. C'est un choix, au fond, assez conventionnel, puisque jusqu'à hier, non compris, les 6 prix Nobel de nationalité américaine de 2016 étaient les 6 des immigrés naturalisés. Et ça a été tout de suite signalé par la presse américaine dans un contexte politique particulier. Ce n'est pas le cas de Robert Allen Zimmerman, dit Bob Dylan, même si ses grands-parents ont fui les pogroms antisémites d'Odessa au début du XXe siècle, se précipitant sur les routes de l'exil, like a Rolling Stone. On oppose généralement les beaux principes aux dures réalités, mais je crois que nous étions depuis avant-hier dans le réel. Ce réel que certains veulent précisément liquider au nom des réalités. Ce réel, ce qu'il réclame de nous, c'est de la considération. Parce que ce réel est celui, le mot a été entendu plusieurs fois et de bien des manières, le réel de l'humanité, qu'on le traite avec égard, calmement, justement, c'est-à-dire qu'on dise les choses avec justesse et qu'on traite les hommes avec justice. Je vous remercie.